on est très très nombreux dans cette table ronde de ce midi. Merci d'être tous venus. Moi, je m'appelle Karine Ramani, je vais animer la table ronde aujourd'hui et j'ai à côté de moi Éric Greby et Constance de Marliave. Je n'ai pas fait d'erreur dans ton nom, parfait. Donc aujourd'hui, on parle de diversification des revenus. Alors, pourquoi on parle de diversification des revenus? Donc, évidemment, aujourd'hui, on est dans la journée revenu. Et en fait, moi, il y a une question que je me suis posée qui vient un petit peu du contexte un petit peu qu'on a aujourd'hui économique, qui est lié principalement au... aujourd'hui, il y a beaucoup de scènes, notamment des scènes nationales, qui sont dépendantes des subventions. On a aussi un contexte un petit peu... social et de public qui font qu'aujourd'hui les habitudes changent, que autant les habitudes de consommation en termes de numérique, et aujourd'hui on va quand même beaucoup consommer sur la télé à travers Netflix, et aussi on a un changement de public. Donc aujourd'hui on est dans une mutation. Donc en fait la diversification des revenus, elle s'intègre vraiment dans cette mutation qui se passe actuellement. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai voulu vraiment vous présenter à travers cette table ronde, c'était un regard croisé entre le spectacle vivant et le patrimoine. Parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes enjeux, mais on n'a pas aussi les mêmes ressources en interne. Alors c'est sûr que les personnes que je vous présente aujourd'hui ont quand même des moyens de mettre en place cette diversification, parce que voilà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des ressources dédiées à la diversification. Mais en fait, ce que je veux vraiment transmettre, c'est que qu'est-ce que vous pouvez en tant que scène, que théâtre privé, enfin peu importe là où vous êtes, que vous pouvez amener chez vous, parce qu'en fait, les enjeux de la diversification, ils sont partout et c'est important d'innover. Et moi, je voudrais faire le point un petit peu, parce qu'on est dans le domaine des arts. Et est-ce que, en fait, aujourd'hui, la diversification des revenus ne serait pas une façon d'innover et de créer à l'intérieur, c'était l'art de la diversification des revenus, ne serait pas une discipline en tant que telle. Donc, comment on insuffle ça dans nos institutions, quelles qu'elles soient, pour en fait créer le monde de demain? Moi, je reviens du Québec, de 18 ans au Québec, où c'est très peu subventionné, où la diversification, c'était pas forcément un luxe, mais c'était vraiment une nécessité. En arrivant ici, moi, je trouve qu'on a une chance énorme qui est d'avoir un modèle encore qui subventionne beaucoup. Mais en fait, comment on fait pour pérenniser et trouver les revenus de demain pour garder justement ce privilège qui est le privilège de la France? Donc, tout de suite, je vais donner la parole à mes invités. Donc, je vais donner la parole à Constance et à Éric qui vont tour à tour se présenter. Merci beaucoup, Karine. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Constance de Marliave. Je suis responsable du développement économique au sein du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, qui sont réunis dans un seul et même établissement public. J'y suis arrivée il y a un peu plus de 5 ans sur les enjeux de marque, qui était la notion de marque culturelle au sein de ces établissements était un peu le truc du moment, donc de réfléchir à la fois à l'aspect de qu'est-ce qu'une marque, qu'est-ce qu'une plateforme de marque culturelle, qu'est-ce qu'on veut dire autour et qu'est-ce qu'on veut construire, mais aussi le sujet plus contractuel, plus juridique et plus commercial de la licence de marque. Et à partir de là, j'ai évolué sur la valorisation de nos marques, de nos 2 marques, en France et à l'international. Et donc aujourd'hui, je suis responsable du développement économique avec deux activités principales. Un volet sur les activités concédées, donc toutes les activités commerciales in situ, avec 3 concessionnaires, un pour la restauration, un pour les audioguides et l'autre pour les boutiques. Et puis un volet beaucoup plus justement de développement de l'offre, de développement de partenariats, que ce soit des collaborations de marques, des partenariats commerciaux, mais aussi justement d'identifier, de générer et d'identifier de nouveaux modèles économiques, tout ça est dans le titre, pour l'établissement au sein d'une direction qui s'appelle les directions du développement et des relations internationales et qui a 2 piliers, elle aussi. D'un côté, le marketing et la connaissance de nos publics, et de l'autre, un service de ressources propres, au sens propre justement. C'est tout ce qui va nous rapporter de l'argent en plus de la billetterie, avec un pôle mécénat, un pôle de privatisation d'espace et le pôle de développement économique. Merci Constance. On va donner la parole à Éric pour qu'il se présente également.
Bonjour, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Donc, un peu comme Constance, moi je suis arrivé il y a un peu plus de 5 ans à l'Opéra National de Paris. J'occupe le poste de directeur adjoint du mécénat et du développement. Alors pour la partie mécénat, on l'a détaché à l'association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris qui s'appelle l'AROP, donc ce qui fait que je pilote de loin cet aspect-là, qui est plutôt géré en direct par cette association. Mais par contre, on a tous les autres volets de diversification des ressources, un peu les mêmes qu'au musée d'Orsay, normal pour un établissement public, donc à savoir tout ce qui est privatisation, location d'espace, ce qui va être également les partenariats de marques, les concessions, la publicité et depuis récemment le développement à l'international sous forme de mission d'ingénierie culturelle où on va capitaliser sur les savoir-faire de l'Opéra de Paris et les déployer à l'international en transmission. Voilà. Et je crois que je laisse la parole tout de suite à Constance. Merci beaucoup, Eric. En effet, on a pas mal de sujets en commun et d'ailleurs, on échange pas mal. Donc voilà, il y aura sans doute un peu de ping-pong peut-être avec Karine sur tous ces sujets qui nous passionnent. Très rapidement, donc en effet, deux musées, deux marques, deux bâtiments, deux collections à valoriser. D'un côté, on a ce grand musée de l'histoire de l'art du 19e, très pluridisciplinaire, qui est le musée d'Orsay. Et de l'autre, on parle un peu de son extension de l'autre côté de la Seine, plus sensible, plus petit, plus intime, qui est le musée de l'Orangerie. Pendant assez longtemps, en gros, ils ont été rapprochés en 2010 au sein du même établissement avec le même logo. C'est important de le dire. Finalement, ils étaient réunis dans cette même entité avec une continuité chronologique qui partait de 1848 pour Orsay et qui arrivait au-delà des années 20-30 pour le musée de l'Orangerie. Et au gré de mon arrivée et d'échanges internes et de nouvelles gouvernances, on est au 3e président en 5 ans, qu'on est arrivé à se dire que ce sont deux lieux différents, deux expériences différentes, aussi bien en termes de bâtiments que de programmation. Et donc, même s'ils sont complémentaires et on joue sur ces synergies-là, notamment avec les nymphéas de Claude Monet qu'on retrouve dans les deux musées sous différentes formes, c'est un exemple, on cherche de plus en plus à les différencier. Donc voilà, juste un exemple pour vous donner un peu les hits de nos musées, quelques éléments d'architecture assez iconiques. D'un côté, l'horloge d'Orsay, ou encore justement les salles des nymphéas de Claude Monet, avec nos œuvres iconiques de Van Gogh, Degas, ou encore Renoir, en passant par Matisse pour l'Orangerie. Et ça, c'est évidemment ce type d'éléments, que ce soit le bâtiment ou les collections, qu'on va chercher à valoriser dans ces missions de diversification des ressources, avec un petit challenge qui est notamment que les gens connaissent Van Gogh, notamment son autoportrait, mais finalement, ils ne l'associent pas systématiquement à nos musées. En plus, Van Gogh a pas mal répété certains motifs, au même type que Monet aussi, qui a fait plus de 200 nymphéas. Donc finalement, parfois, on n'est pas si exceptionnel par rapport à d'autres musées qui ont des collections, notamment aux États-Unis, tout aussi importantes. Voilà, c'est aussi un boulot d'identification de nos musées et de leurs collections. Quelques données. Donc, en gros, en 2024, le musée d'Orsay, c'est 3,7 millions de visiteurs. Au musée de l'Orangerie, c'est 1,2 million de visiteurs, avec un ratio qui évolue pas trop d'année en année, de 60-40%. Bon, j'ai mis la petite subtilité entre les visiteurs français et internationaux. Là, j'ai mixé les deux datas. Et à droite, je vous ai mis un peu à la fois ce que j'appelle nos zones d'influence, qui sont à la fois les régions du monde, les continents d'où viennent nos visiteurs, mais en même temps, là aussi, on va programmer des expositions hors les murs et où nos projets de diversification vont aller aussi essayer de créer une stratégie assez vertueuse entre à la fois nos visiteurs et ces territoires-là. C'est environ 20% d'Américains et de Canadiens pour les deux musées. On a 5% de Coréens du Sud. On a aussi environ 5% de Japonais. Les Chinois arrivent. On n'en avait pas beaucoup parce qu'on n'avait pas de parking de cars pour les accueillir. Mais le visitorat chinois évoluant, le tourisme chinois évoluant, on en accueille de plus en plus. Donc là, on est quasiment à 3%, ce qui est beaucoup par rapport à ce qu'on accueillait auparavant. Et évidemment, les pays limitrophes, notamment l'Italie qui est extrêmement représentée, l'Allemagne, l'Espagne ou le Royaume-Uni. Je
je vais passer assez rapidement parce qu'on a assez peu de temps pour parler. Mais en tout cas, voilà, il y a en gros dans ce projet, je vais vraiment me focaliser plutôt sur la partie valorisation des marques, partenariat, plutôt que nos espaces concédés qui se trouvent in situ. Mais vraiment avec cet enjeu de quand on valorise une marque, on ne peut pas rester au sein d'un bâtiment, on ne s'adresse pas seulement à nos visiteurs, on va chercher à parler à des visiteurs ou pas, à des consommateurs extérieurs, on va dire, qui pourraient être touchés par nos collections pour diversifier nos ressources, parce que finalement, si on reste au sein de nos musées, mais finalement, on se prive aussi de tous ces territoires et de plein d'autres projets qu'on pourrait porter avec des marques. Donc évidemment, dans nos objectifs, je l'ai mis en 3e, mais ça reste très important, les subventions baissent, on a des objectifs d'autofinancement qui grandissent d'année en année, et donc générer de ressources est crucial quand on développe nos marques. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on ne peut pas rester cloisonné à nos espaces de boutique, de restaurants ou d'audio-guide, pour ne citer que ces activités-là. Oui, pardon, merci. L'enjeu de renforcer la notoriété aussi, évidemment, comme je le disais, cette association collection bâtiment, et puis la diversification de l'offre, d'aller chercher toujours de nouveaux projets et d'innover. Je vous ai donné 3 exemples récents, emblématiques, mais en tout cas les plus récents que je trouvais intéressants. Donc un développement avec Monopoly. Il y a déjà eu d'autres licences qui ont été faites avec Monopoly. Ce qui est intéressant, c'est que sur nos réseaux sociaux, c'est finalement le post qui a le plus performé ces derniers mois. Finalement, ça a résonné en termes de popularité, de quelque chose d'accessible auprès d'un visitorat extrêmement large. Et c'était intéressant de voir que finalement, sur un jeu très classique, on arrivait à faire parler autrement les collections. Au milieu, je vais en parler de façon plus précise. C'est un projet avec un acteur coréen d'expérience immersive, un peu à l'Atelier des Lumières, si vous connaissez, Arte Museum, et qui développe des expériences immersives à travers le monde en vidéo mapping, et qui est venu nous voir parce qu'ils avaient besoin de se rapprocher d'un acteur culturel, qu'ils avaient besoin du label Orsay, et pas seulement d'aller prendre des œuvres dans une agence photo et de se dire on va faire quelque chose autour de Van Gogh. Et ça, c'est intéressant pour nous. Ça veut dire que la marque Orsay, la marque Orangerie, elles ont une valeur. C'est un label de qualité, d'expertise, d'excellence scientifique, de savoir-faire à la française. Et puis Airbnb, partenariats commerciaux un peu hybrides. On va avoir un peu de la liste. Enfin, c'est du partenariat commercial. Il y a eu une nuit à Orsay le soir de la cérémonie des JO. Et en même temps, pour nous, ça donne une ampleur, une résonance à travers le monde, qui mettent en lumière le musée d'Orsay, et pas forcément pour ceux qui le connaissent parce qu'un musée. Donc ça nous permet de montrer au monde finalement nos capacités d'innovation, de renouvellement aussi, avec le designer Mathieu Lehanner, qui avait aussi designé la Vasque ou encore la Grande Montgolfière, qu'on va revoir cet été au Jardin des Tuileries, depuis la terrasse d'Orsay. Je vais vous montrer un peu le teaser de ce projet Arte Museum, très rapidement. C'est un projet donc avec cette société. À la base, District, c'est une agence digitale coréenne basée à Séoul et qui a développé une branche artistique d'espace immersif en démultipliant le modèle de la Corée du Sud à aujourd'hui aux États-Unis. Et donc ils sont venus nous voir en nous disant voilà, on a besoin de vous, on veut faire un projet. C'est une boucle de 20 minutes autour des collections d'Orsay avec une expertise 100% Orsay parce que toute la narration et l'approche scientifique est avec un conservateur d'Orsay. Tout est labellisé Orsay dans un de leurs espaces. Et on a été, depuis juillet, donc au moment où on s'est lancé, présent dans 3 villes en Corée du Sud, Dubaï, Las Vegas, Chengdu en Chine, et d'autres projets de développement sont prévus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est parfois en simultané sur un contenu qui n'évolue pas forcément. Ce qui pour nous fait qu'on a pu être une équipe extrêmement réduite pour travailler sur le sujet. C'est financièrement intéressant. Je ne peux pas vous en donner tout le détail, mais il y a un minimum garanti. Et pour chaque site dans lequel notre contenu est développé, on va toucher un pourcentage sur la billetterie. Donc c'est plus il y a de sites, évidemment, pour nous mieux c'est. Et ça nous permet d'être hyper complémentaires avec des projets d'exposition plus traditionnels qu'on porte énormément dans les pays précités. Donc il y a quand même aussi, au-delà d'une logique financière, vraiment une logique de complémentarité, d'être présent là où en fait là où sont nos visiteurs, et puis aller en chercher d'autres. Je vais essayer de faire marcher la vidéo. J'espère que le son ne va pas...
quelques images en plus. Donc vraiment plusieurs tableaux autour de nos collections avec des enjeux scientifiques de montrer toujours l'œuvre dans son intégrité, mais en même temps de pouvoir jouer autour des œuvres. Et ça a été un travail aussi pour nos équipes de conservation d'imaginer des nouvelles façons de raconter nos collections, des nouvelles narrations à laquelle ils n'étaient pas du tout habitués. Donc il y a eu quand même un gros travail de pédagogie et puis de dire il y a un intérêt, et on l'a présenté il n'y a pas longtemps aux équipes de la conservation après 2 ans et demi un peu à travailler sous les radars et qui nous disent mais c'est génial, ça nous rapporte de l'argent, nos œuvres ne se fragilisent pas, ne voyagent pas trop, et donc c'est quand même hyper intéressant. Ça va de pair avec quand même une stratégie d'innovation qui est quand même propre à l'établissement in situ. On développe aussi de nouveaux modèles avec la réalité virtuelle, notamment là récemment autour des 150 ans de l'impressionnisme, 45 minutes avec casque à Orsay, qui maintenant a vocation à voyager également, mais des modèles de distribution un peu plus complexes, parce que finalement là l'intérêt d'Arte Museum, c'est qu'ils disposent de leur salle, et en fait toute la chaîne, la création, la production et l'exploitation est quand même gérée par eux. Donc pour nous c'était quand même une simplicité, je dirais pas absolue, mais quand même de pouvoir anticiper du début jusqu'à la fin où le projet allait atterrir. Quelques chiffres depuis juillet 2024, donc je vous ai donné le nom des lieux où ça avait été diffusé. Plus d'1 million de visiteurs. Alors quand je dis 1 million de visiteurs, c'est évidemment tous ceux qui sont passés par les espaces des Arte Museum où notre contenu était diffusé. Encore une fois, peut-être que je ne l'ai pas assez précisé, c'est plusieurs salles et nous on arrive en fin. C'est la plus grande salle, donc c'est des parcours obligatoires, on ne peut pas vraiment sortir. Le visiteur est captif et on finit par la plus grande salle avec le contenu le plus élaboré et le plus personnalisé par rapport à tout ce qu'ils peuvent proposer par ailleurs, qui est souvent autour des éléments de la nature. Et on s'y retrouve bien, puisqu'en effet nos collections sont quand même pas mal orientées autour de ces changements de météo, de saison. Donc il y avait une cohérence aussi à s'associer à eux. Et puis, en Corée du Sud, 90% sont des locaux. Et pour nous, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que dans ces projets-là, on va aller voir ces visiteurs qui finalement sont peut-être déjà venus une fois, ne reviendront pas, ou tout simplement ceux qui ne viendront jamais à Orsay pour plein de raisons, pas forcément financières, mais aussi de leur faire découvrir nos collections différemment. Le terme d'edutainment, c'est peut-être un peu galvaudé, mais je le trouve quand même intéressant à creuser. Et d'ailleurs, tu voudras en parler ensuite, mais la gamification, c'est un projet aussi auquel on réfléchit énormément pour le musée, avec des contraintes qui sont liées à la surfréquentation quand même qu'on a au musée. Donc la réflexion d'aller hors les murs, elle est aussi assez primordiale. Et c'est fini. Voilà. On aura d'autres questions à la fin. Je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Déjà, merci Constance pour ce partage. C'est absolument fabuleux, moi, de voir cette vidéo. Ça m'émeut beaucoup parce qu'en fait, effectivement, vous allez développer des nouveaux revenus, mais aussi vous allez toucher un public que vous n'auriez jamais touché. Et en plus, ça rend les œuvres accessibles d'une autre manière que dans le musée. Alors moi, j'avais juste une petite question avant de laisser la parole à Eric. Alors ça se traduit comment? Ça ressemble à quoi un Monopoly Orsay? Alors un Monopoly Orsay, ça ressemble assez à un Monopoly classique. La difficulté, c'est qu'il y a quand même toute une mécanique de jeu. Et on ne peut pas dire qu'on va acheter des hôtels et des maisons. En revanche, on a quand même les hôtels et les maisons. Et il y avait tout un sujet mais en fait, on est un musée. Mais vraiment, il y a eu un vrai débat. Les collections appartiennent à l'État. On ne peut pas dire dans un Monopoly qu'on va les vendre. C'est pas possible. On ne peut pas les vendre. Donc en fait, on a dû imaginer, avec la même mécanique qu'est celle de Monopoly. Je vais laisser passer. Et d'imaginer une mécanique, on disait que finalement, vous allez devenir le plus grand conservateur au monde et vous allez aller chercher des tableaux pour faire l'exposition la meilleure. En gros, il y avait quand même ça. Mais sinon, et puis il y avait le choix de comment donner une valeur aux œuvres. Ça, on sait que j'en avais échangé avec le Louvre qui avait déjà lancé son Monopoly. C'était un vrai sujet. Ces œuvres sont inestimables. Bon, ça demande beaucoup de force de conviction parfois. Et il faut justifier pourquoi on y va. Mais encore une fois, ça a été un peu, voilà. Mais si vous savez jouer au Monopoly, vous saurez jouer au Monopoly Orsay. Justement, c'est pour les fans, puis pour les fans d'Orsay, et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Merci Constance. On va donner la parole à Eric maintenant. Il nous reste assez peu de temps. Je suis sûre qu'il a plein de belles choses à nous raconter. Alors, du côté de l'Opéra de Paris, je vais faire une très rapide représentation de ce que c'est cette institution que j'imagine vous connaissez. Et j'espère que vous avez tous déjà mis les pieds à l'Opéra de Paris. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire, au moins en tant que visiteur.
Donc on est une très vieille institution pluriséculaire. On a fêté il n'y a pas très longtemps les 350 ans de la maison, qui a été créée en 1669 par Louis XIV. Une maison qui est à la fois une maison d'art lyrique, avec tous les opéras, les œuvres musicales qu'on va y jouer, et également une institution de danse, de ballet, qui était très chère au cœur de Louis XIV et qui voulait en faire l'élément différenciant sur la scène internationale, lui-même étant un très grand danseur. Et donc depuis 1669 jusqu'à aujourd'hui, on essaye de se targuer d'être moderne et de continuer à faire progresser la créativité, de soutenir les artistes et d'être toujours à l'avant-garde sur les compositions, les créations, les mises en scène, et de former les artistes avec un degré d'exigence qui doit mener à l'excellence. On ne peut pas non plus se targuer d'être excellent, parce que beaucoup de gens sont excellents et ça serait peut-être présomptueux, mais en tout cas voilà, d'avoir un niveau de qualité qui est important. Et ça, cet univers de valeurs qui est à l'Opéra de Paris, et ce degré d'exigence, on va essayer de l'insuffler dans toutes les dimensions de notre stratégie commerciale. Alors, juste pour donner un bref panorama, donc l'Opéra national de Paris, c'est quand même 2 théâtres, le Palais Garnier, dont on fête cette année les 150 ans. Merci Charles Garnier, parce que c'est vraiment une icône de l'architecture, et c'est un bâtiment magnifique qui regorge de détails, et c'est toujours un plaisir d'y aller. L'Opéra Bastille, plus récent, peut-être un peu plus mal aimé aujourd'hui, donc c'est le défi pour les prochaines années de retrouver un peu de chaleur dans ce lieu, avec des grands projets de travaux qui vont ouvrir d'ici 5-6 ans. Une école de danse qui est à Nanterre, qui est la plus vieille école de danse classique au monde, là aussi créée par Louis XIV, et qui forme toujours à peu près 90% des danseurs du ballet de l'Opéra de Paris. Une école publique, gratuite, donc c'est aussi important, on est dans un établissement public avec des missions de service public. Une académie, des musiciens, des artistes des chœurs, et ce qui fait que chaque saison, on a plus de 350 levées de rideaux. Donc on est une des maisons d'opéra les plus actives au monde. On peut quasiment dire qu'il y a un spectacle tous les soirs, voire même parfois 2, puisqu'on peut évidemment jouer sur l'alternance entre nos 2 théâtres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 800 000 spectateurs, très variés, entre les spectateurs individuels, les abonnés, les mécènes, les jeunes, avec une politique assez active. Et tous les jours, vous pouvez visiter également le Palais Garnier en visiteur libre, comme un musée. Et on bat des records, puisqu'on a plus de 1,5 million de visiteurs qui viennent chaque année visiter ce monument. Ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Alors peut-être qu'il y a un effet Emily in Paris, peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'efforts de communication qui ont été faits de notre côté. Mais en tout cas, on en est très content. Alors, ces chiffres peuvent donner un peu le tournis. C'est parce qu'on est une grosse machine, et pour faire marcher une grosse machine, il faut un gros budget. Et donc aujourd'hui, le budget de l'Opéra de Paris, c'est 250 millions d'euros. Alors on est évidemment très aidé par l'État, mais la part de l'État, elle représente 40% de notre budget. Donc, ce qui fait qu'il y a un fort enjeu de diversification des ressources, c'est de ça qu'on parle évidemment aujourd'hui. Et avec évidemment le pôle principal, c'est celui de la billetterie, mais on a voulu innover, créer de nouveaux canaux de ressources. Le mécénat, évidemment, un canal historique et bien établi à l'Opéra de Paris, mais dans lequel on innove également de plus en plus avec des méthodes de sponsoring, avec des associations d'images de plus en plus on va dire publicitaires ou commerciales. Mais la partie que moi je vais gérer, ça va être plutôt la partie partenariat de marque, et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque c'est un modèle finalement assez récent. C'est un mouvement qui est global à tous les institutions publiques, où on nous a incité à protéger nos marques, donc à déposer les marques Musée d'Orsay, Opéra national de Paris, dans les différents offices, dans les différents pays, pour éviter que d'autres s'emparent de notre nom et capitalisent sur notre nom, sans que les revenus ne nous reviennent pas. Et ensuite, c'est de se rendre compte qu'en fait, on a une histoire, on a des valeurs, on a une image, on a un rayonnement, et que sur cette base-là, on peut peut-être inventer des choses originales, innovantes, qui vont apporter des ressources et contribuer justement à cette diversification, pour que on fasse fonctionner la machine artistique, on vienne en soutien à nos artistes, on fasse mieux et peut-être plus, et que tout ça rentre dans ce cercle vertueux. Alors, les résultats, ils sont quand même là, parce que fort de notre stratégie, on a pu augmenter quand même assez significativement nos recettes, et ça se traduit
par ce type de partenariat pour la licence de marque. Donc j'avais fait un peu un florilège des dernières collaborations qu'on a faites. Comme l'a dit Constance, c'est quand même beaucoup de travail de conviction parce que ça paraît pas naturel au début de faire un chocolat Opéra de Paris ou des chaussures Opéra de Paris. Donc évidemment, quand on en parle en interne, les gens sont un peu interloqués, mais pourquoi? À quoi ça sert? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Donc bon, Constance et moi, on a quand même le luxe, et on le reconnaît, c'est pas toutes les institutions qui sont pareilles, d'avoir des marques, des institutions avec un rayonnement très fort. Donc on est plutôt à saisir des opportunités et à valoriser le mieux possible les projets qui vont venir à nous. Ça n'empêche pas qu'on va prospecter. Donc notre défi, ça va être de tirer le meilleur parti des partenariats qu'on va créer, et surtout de voir s'ils sont au niveau du message qu'on veut envoyer, des objectifs qu'on s'est fixés et des valeurs aussi qui se sont construites pour l'Opéra de Paris depuis 350 ans et qu'il ne faut pas dévoyer. Donc aujourd'hui, on avait un partenariat avec La Durée qui a fait un très beau coffret de macarons avec le chocolat Alain Ducasse. On a fait des croisières et on continue avec Ponant, où on invite 6 danseurs du ballet sur le bateau pour un programme très exclusif pour les danseurs. Des enceintes de Vialet aussi, c'est un partenariat historique. Et je voulais vous montrer la concrétisation d'un de ces partenariats qui est avec la marque Tikamoon, une marque de meubles. Alors ça peut paraître très étonnant. Je vais vous mettre la musique parce que alors c'est vraiment non, c'est l'autre. Donc Tikamoon, c'est une marque de meubles design en bois massif avec plutôt un engagement développement durable assez fort. Et en fait, c'était à l'occasion des 150 ans du Palais Garnier. L'objectif pour nous, c'était de montrer que quand le Palais Garnier a été construit inauguré en 1875, il était à la pointe de l'architecture et du style. Et que l'opéra aujourd'hui, il promeut toujours les designers, il promeut toujours les créateurs, et de montrer qu'on peut toujours réinterpréter notre univers artistique, pas forcément le Palais Garnier, mais également ce qu'on fait en spectacle vivant, et de le retranscrire dans une collection de mobilier design. Et donc il y a une designeuse qui est venue en immersion à l'Opéra de Paris, qui a rencontré les équipes artistiques, qui a assisté à des spectacles, et qui a dessiné sur la base de ça une collection de mobilier. Et ensuite on a fait appel à des danseurs qui ont participé à une campagne. Et donc vous allez les voir sur les images, et vous allez également entendre la musique qui a été composée par un des 2 danseurs que vous allez voir dans la vidéo. Donc c'est vraiment un projet très global et qui réunit vraiment plusieurs valeurs en même temps. Désolé, je ne sais plus où elle est. On va te la trouver. Enfin, voilà. Du coup,
comme je disais, il faut pas mal d'imagination, de créativité et de conviction en interne, parce que je dois dire que quand j'ai dû présenter un projet de meuble à la direction générale, la question c'était pourquoi. donc on crée tout un discours autour de ça, on montre qu'on peut être drôle, créatif, innovant, et que ça va être aussi une manière d'appropriation. Et c'est important pour le public de briser cette distance, cette frontière qu'on a souvent, peut-être moins dans les musées aujourd'hui, mais encore avec l'Opéra de Paris, d'une institution qui est distante, qui est hégémoniaque, où il faut avoir un capital culturel important pour y aller. Avec toutes ces collaborations, on essaye d'apporter l'opéra. Je ne dirais pas que c'est l'accessibilité, mais en tout cas, ça crée de la communication, ça crée de la visibilité, ça crée des choses un peu simples et faciles et reconnaissables qui peuvent être une bonne introduction à l'univers. Et puis aussi ça flatte certaines personnes qui sont vraiment fans de notre univers, et particulièrement le ballet. Aujourd'hui c'est le ballet qui cartonne plus que le lyrique, parce qu'il y a cette image de grâce, d'élégance, de jeunesse, de beauté. Mais voilà, après nous on va essayer de rebondir là-dessus pour continuer à développer nos cibles, mais sans perdre de vue évidemment l'objectif commercial, parce que tous ces contrats évidemment sont associés à un taux de commission, de royalties sur les ventes des produits, et on fixe un minimum garanti. Donc il y a aussi cette vertu de montrer que on a des partenaires qui prennent un risque en s'engageant avec nous, et qui en plus apportent un soutien qui n'est pas du sponsoring ou du mécénat, mais qui est un soutien à notre machine créative. Et la dernière chose, en parlant de diversification et d'innovation, et c'est là où Constance parlait de gamification, on n'est pas non plus étranger au domaine du digital, et quand la bulle des NFT a explosé il y a 2-3 ans, on a voulu aussi s'inscrire dans cette dynamique et créer la première collection de NFT par une institution publique. Et donc on a lancé ça en 2023, on s'est associé avec un collectif d'artistes qui s'appelle Obvious, qui nous a fait une collection de 256 œuvres. On avait créé une plateforme pour l'occasion. On s'est mis à aller sur des réseaux sociaux type Discord, ce qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire, avec des méthodes de communication sur lesquelles on n'était pas du tout familier. Mais l'objectif pour nous, c'était évidemment de développer nos ressources, mais c'était pas tant que ça. C'est aussi de montrer que encore aujourd'hui, l'Opéra de Paris est là pour soutenir les artistes du moment, de s'inscrire dans un mouvement de création actuel, et de pas en être absent. Et de voir aussi comment ça résonne avec notre univers créatif, et si ça peut élargir notre public. Donc, fort de cette première expérience, on en a lancé une deuxième qui était peut-être plus dans l'ADN de l'opéra, puisqu'on a fait intervenir une artiste plasticienne qui s'appelle Hermine Bourdin, qui a créé une sculpture que vous voyez là, qui est une sorte de déesse, de nana, un peu comme... vous verrez évidemment l'inspiration. Et elle a fait intervenir une danseuse du ballet qui s'appelle Eugénie Drillon, une chorégraphie qui a été créée par un duo de chorégraphes américaines qui utilisent également l'intelligence artificielle et les outils génératifs, et une composition musicale par Christine Hott. Le tout a été filmé par un réalisateur qui s'appelle Hervé Martin Delpierre, et cette collaboration multi-artistique, elle a été jouée une fois à l'Opéra de Paris, ensuite elle a été filmée, et on a déployé ça en une centaine d'œuvres qui ont été vendues en Ethereum pour les collectionneurs de NFT, et c'est une collection qui continue à vivre, puisque le film est aujourd'hui présenté dans des festivals, commence à gagner des prix, et voilà, pour l'Opéra de Paris c'est aussi important de rentrer dans ce domaine d'innovation. Merci. Vous êtes terriblement passionnés par vos sujets respectifs. Je pense qu'on pourrait y passer des heures. J'ai juste une petite question avant de clôturer. C'est toute cette passion. Qu'est-ce que vous feriez comme projet demain? Comment vous projetez dans le projet de vos rêves à travers justement ces innovations, la diversification des revenus? Je vais donner la parole à Constance, comme ça tu vas pouvoir te reposer un peu. Merci beaucoup, Karine. On en parlait tout à l'heure. Nous, on a un vrai sujet au musée d'Orsay, notamment, et au musée de l'Orangerie. C'est qu'à part le musée, on n'a pas d'espace. Pour le musée de l'Orangerie, le jardin des Tuileries dépend du domaine de l'établissement du Louvre. Et pour Orsay, on a un très beau parvis
mais qui est une œuvre d'art en tant que telle, si on la regarde de très haut. Et donc, on ne peut pas vraiment faire d'autre chose que d'avoir ce parvis pour accueillir les visiteurs. Ce serait d'avoir plus d'espace. Justement, on parlait de jardin, de pouvoir... on parlait de la Seine. On a testé, on a voulu tenter des choses et parfois on s'est trouvé face à malheureusement des contraintes juridiques qui nous dépassaient. Parce qu'on rappelle, on est des établissements publics, donc on est quand même tenu à un cadre juridique assez spécifique. Mais petite teaser, on va pouvoir ouvrir la terrasse qu'on avait privatisée pour Airbnb à partir du 17 juin. Et donc, on va pouvoir l'exploiter. Et il y aura donc une des plus belles vues de Paris accessible aux visiteurs, qu'ils consomment ou non sur place, je le précise. Donc ça, voilà, un petit bout de ciel, même si en avoir plus serait un rêve génial pour imaginer d'autres choses. Et du côté de l'Opéra de Paris et de mon rêve, c'est en tout cas de faire comprendre et de faire aimer l'opéra et de dire en fait que ça fait partie de notre bagage culturel commun et que on le sait peut-être pas, mais on connaît tous un air d'opéra qu'on peut chantonner sous la douche ou qu'on a déjà entendu dans un film ou dans une série télé. Et je trouverais ça assez formidable qu'on crée une sorte de festival d'opéra karaoké où les gens seraient invités à l'opéra et à venir chanter avec nos artistes pour les plus grands airs, que ce soit Carmen ou La Flûte enchantée. Et peut-être que vous avez vu récemment le festival Disney, mais voilà, ça serait un peu cette idée que on a tous un peu de Carmen en nous. Ouais, c'est hyper touchant. Merci à vous deux pour vos témoignages, pour votre partage hyper riche. Moi, ce dont je me rends compte quand même, c'est que vous venez de deux institutions qui sont quand même des mythes et quand même qui semblent quand même être qui sont très vieilles institutionnellement, mais je trouve que l'innovation est ultra moderne, elle est ultra présente dans ce que vous me dites et il n'y a rien de vieux, il n'y a que de l'avant-garde et il n'y a que des choses qui vont vers l'avant. Donc on a ce contraste vraiment entre des vieilles institutions et l'innovation que vous portez, je trouve ça fantastique. Alors ce que je trouve génial, c'est que j'espère que vous allez ramener avec vous un peu de créativité, de vous dire que comment on fait pour sortir de cette notion de lieu, vente de billets, pour aller voir plus loin, de diversifier vos revenus. C'est non seulement une nécessité, mais en fait, c'est ce qui nous nourrit en fait en tant que lieu culturel. Donc, parce que l'art est pas seulement... C'est pas seulement ce qu'on vend, mais c'est aussi ce qu'on vit à l'intérieur. Et créer cette innovation aussi, c'est continuer l'art qu'on cultive. Donc, est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions? Un petit peu? 5 minutes. Ok, super. On a le temps de prendre des questions. C'est génial. Qui est-ce qui a des questions? Bonjour, je m'appelle Louise, je travaille à l'Opéra, au CDN de Bordeaux. Et je voulais juste revenir sur votre idée de karaoké opéra. L'Opéra de Bordeaux, justement, a mis en place un karaoké. Voilà. Génial. Ce qu'on se rend compte souvent, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de toujours échanger entre homologues, c'est qu'on partage des mêmes idées, des mêmes envies, et quand on voit que d'autres ont réussi à les concrétiser, on leur demande des tips pour que justement on puisse convaincre notre direction, et inversement, donc c'est bien j'adore. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, d'autres remarques, d'autres partages? Écoutez, merci beaucoup à tous. En fait, l'idée, je rebondir sur ce que dit Eric, vraiment, c'est l'idée, c'est à plusieurs, on est plus fort, échangeons des idées, faisons en sorte que ça aille plus loin. Moi, j'aime beaucoup cette notion de transmission, de communauté de pratique. De toute façon, on a tous des réalités différentes, mais on a tous à apprendre des autres. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, un très beau salon, et nos invités sont toujours disponibles pour que vous puissiez discuter avec eux. Merci.